Alors, je vais effectivement prendre la parole maintenant, tout à fait en articulation, c'est le mot d'ordre du jour, avec ce qui vient d'être raconté, puisqu'effectivement, je présente aujourd'hui un projet qui s'inscrit dans un programme plus global d'analyse de l'innovation dans le domaine du tourisme sportif en Rhône-Alpes. Et avec un certain nombre de collègues que j'ai mis là, donc d'autres laboratoires, on travaille sur une entrée par les usages et par les usagers en tant que force d'innovation, force créatrice d'innovation. Et c'est vraiment dans cette mouvance-là que ça s'articule. Et on va voir comment ça répond aussi à des problématiques qui ont été soulevées juste avant. Alors, on part d'un constat que vous avez sans doute pu faire si vous êtes pratiquant si vous allez de temps en temps en montagne. Donc cette photo elle a été prise l'année dernière, mais elle aurait pu être encore prise cette année. On n'était peut-être pas là ce jour-là. C'est à Champs-Rousse, c'est Véronique Régnier, ma collègue qui est dans la salle, qui l'a prise. Donc là, on a l'impression en fait que la station est ouverte, puisqu'il y a des gens partout, il y a des traces partout, il y a plein de gens devant le bar qui est fermé. Et en fait, tous ces gens sont des randonneurs à ski qui sont allés pratiquer, ont profité de cette opportunité un peu unique d'un ski le 11 novembre, de neige le 11 novembre, et le lendemain, ils sont précipités. Mais si vous avez fréquenté récemment ou dans les 10 dernières années des stations de ski, vous voyez de temps en temps des gens, et de plus en plus souvent, des gens qui remontent les pistes de ski, de jour comme de nuit finalement, avec cette pratique qui est un petit peu contrevenante, et c'est ça qui nous a intrigués dans le projet. Alors, pour résumer un petit peu ce que je vais faire, l'idée c'est qu'il y a un détournement d'usage de ce domaine skiable par une pratique qui normalement ne se fait pas sur les domaines skiables balisés, qui est le ski de randonnée, et on va essayer de voir comment ça crée de l'innovation. Et on va voir que ça crée de l'innovation, pas toujours d'une façon très fluide et où tout le monde est ami et où tout le monde est content. Il y a un aspect du conflit et de conflit d'usage notamment qui va jouer un rôle, mais aussi un rôle de dynamiseur. Alors, je vais aborder plusieurs points là-dessus. D'abord, je vais resituer le contexte. Ce qu'on observe, ça ne se passe pas, ça ne vient pas de nulle part. Il y a vraiment un contexte tout à fait spécifique sur le ski de rando. On va pour ça l'aborder avec des méthodes théoriques ou des modèles théoriques autour de l'innovation par les usages justement, et on ira regarder ce que font les pratiquants, ce qu'ils racontent de leur pratique et ce qu'ils font précisément, et comment les stations vont adapter plus ou moins leur domaine skiable, en tout cas comment ils vont gérer ce qu'on appelle des consommateurs ou des usagers créatifs, et on verra que ça s'inscrit bien sûr dans un schéma plus global d'innovation entre les produits, les services, les domaines skiables, les fédérations, etc. et les pratiquants. Alors, le contexte favorable, eh bien, il y a un renouveau de la pratique du ski de rando. Il y a une image qui est modifiée là, depuis quelques années, il y a un incroyable rajeunissement des pratiquants. L'âge moyen des pratiquants s'est beaucoup abaissé, disent les magasins. Il y a eu beaucoup d'innovations sur les produits. C'est le segment de marché en termes de vente de produits qui croît le plus vite actuellement. C'est le matériel de ski de randonnée tous azimuts. Donc on voit vraiment quelque chose se passe. Et on voit aussi que ce sont des pratiques plurielles. C'est-à-dire que souvent, il y a des pratiques mixtes. On peut faire du ski alpin et aussi du ski de rando. Ce n'est pas du tout étanche à ce niveau-là. Et en parallèle, il y a un contexte aussi dans lequel se trouvent les domaines skiables, qui se demandent un peu comment ils vont gérer l'après-neige, ou en tout cas les modifications des conditions d'enneigement, et qui réfléchissent aussi à des possibilités de diversification ou de complément de gamme. Je pense que c'est un terme qui est plus adéquat que diversification réellement. Et on voit aussi qu'il y a des renouveaux d'usage, notamment sur l'été, avec des pratiques d'endurance. Et on verra que ça joue aussi sur le développement de ce ski de rando en station. Oups. Alors, voilà. Là, je vais entrer un petit peu dans de la théorie en sciences sociales autour de l'innovation. Il y a un certain nombre d'auteurs qui ont théorisé et observé le rôle moteur des usagers finalement dans l'innovation, qui ne vient pas forcément toujours de l'entreprise ou de système R&D. Ils se sont aperçus que dans leur coin, pour répondre à des besoins très particuliers, il y a des bricoleurs ou des gens qui vont inventer de nouveaux usages, qui vont détourner de façon plus ou moins légale, parfois on parle de hacking aussi, qui vont détourner des objets, des usages et inventer à cette occasion-là des choses différentes. Et si on sait les regarder de près,
si on sait les capter, ils peuvent être une source d'innovation, un input vraiment très très puissant et valorisant dans un processus d'innovation. Donc ça s'est vraiment vu beaucoup et théorisé, beaucoup de publications dans les années 90. Et puis on sait aussi, des historiens ont travaillé sur cette approche-là. Ils disent que depuis 1850, par exemple dans le domaine de l'escalade, il y a eu typiquement ce type de processus d'innovation. Des gens bricolent le harnais, tout leur matériel, et puis des marques les regardent faire et collaborent pour aboutir à des solutions commercialisées. Donc c'est quelque chose qui est assez courant. On sait que c'est aussi ce type de démarches-là qui ont été à l'origine du VTT, par exemple. Donc il y a cet intérêt croissant sur le rôle des usagers, déjà en leur demandant leur avis, en les inscrivant dans le processus d'innovation, en les voyant comme actifs dans le processus d'innovation, pas seulement réceptifs de l'innovation qui a été gérée en interne par un système R&D. On parle aussi de crowdsourcing, quand on va aller chercher des idées, où on va tester, parfois à grande échelle, auprès d'utilisateurs, les innovations au fur et à mesure de leur développement. Et puis récemment, dans la recherche en marketing et dans les grandes publications internationales, on voit apparaître des travaux vraiment importants, vraiment novateurs sur le fait que des consommateurs ou des usagers s'organisent entre eux pour faire émerger des marchés quand ils ne trouvent pas de solution. Et ça, parfois, dans des contextes un peu conflictuels. Alors, nous, pour observer tout ça, on a plein de modalités d'observation. On va aller, avec des membres de l'équipe, observer directement des usages en station de ski, voir ce qui s'y passe. Et une des choses qu'on observe, c'est le ski de randonnée. On observe aussi d'autres pratiques. On fait ce qu'on appelle aussi de la netnographie. Ça veut dire qu'on va être sur des forums. Régulièrement, on va suivre des forums de discussion où des pratiquants parlent entre eux, s'invectivent beaucoup, et on va regarder ce qui se raconte. Et ça nous permet aussi de repérer différents groupes qui défendent des visions un petit peu différentes des pratiques. On interroge des pratiquants, on le fait aussi avec nos étudiants, en contexte, c'est-à-dire pendant qu'ils sont en train de pratiquer, pendant qu'ils sont en train de se changer sur les parkings, on les capte à ce moment-là, et puis on en interroge aussi hors contexte. En parallèle, on mène aussi des entretiens auprès d'acteurs économiques, donc des offices du tourisme, des directeurs de stations de ski, des gens qui exploitent les domaines skiables, etc., et un petit peu des fédérations. Puis on se rend aussi en immersion dans des événements dédiés pour tâter un peu le terrain et voir ce qui s'y passe. Alors, effectivement, les pratiquants de ski de rando en station ou sur les domaines skiables, ils expriment des besoins tout à fait spécifiques et qui ne sont pas pris en compte par la pratique traditionnelle. Donc, des besoins de montée et de dénivelé, mais pas n'importe quel dénivelé, un dénivelé qui va être calibré. C'est-à-dire qu'on peut calibrer bien d'admet avec une qualité de neige similaire d'une fois à l'autre ou presque, qui permet, par rapport à des mesures de performance ou de progression de cardio, par exemple, sont extrêmement pertinentes. Il y a toute cette dimension, effectivement, de maintien de la forme, d'entretien de la forme, de développement de la capacité cardio. Il y a, alors ces éléments-là, ils ne sont pas forcément indépendants, mais ils ne sont pas tous présents chez chacun des pratiquants. Une idée de sécurité perçue, d'avoir l'impression d'être en sécurité, parce que c'est balisé, parce qu'il y a un confort, parce qu'il y a un parking, parce qu'il y a des toilettes en bas, parce qu'on peut arriver en voiture presque au pied de sa pratique, et ça c'est vraiment très très pratique. C'est accessible, même si on n'a pas beaucoup de temps, même si on est tout seul, même s'il fait mauvais, quelles que soient les conditions, finalement, c'est une pratique qui est accessible et c'est un intérêt vraiment majeur par rapport à la pratique traditionnelle du ski de randonnée. C'est pas du tout dépendant des ressources. Alors, on va voir différents types de pratiquants. Là, on les catégorise un peu à la hache, mais il y a effectivement des compétiteurs qui vont devoir s'entraîner par rapport à du ski alpinisme, par exemple, avec une pratique très très régulière. Mais il y a aussi beaucoup d'opportunistes, des fautes de neige, faute d'accompagnant, faute de soleil, faute de temps, faute de matériel, faute de cardio, faute de forme, qui vont du coup avoir une pratique un petit peu par défaut sur la piste de ski. Et parfois, cette pratique par défaut va devenir une pratique à part entière, puisque finalement, si on fait un recensement de l'activité de rando dans l'année, il y a eu 0 sortie. Il n'y a eu que du ski sur domaine skiable pour un certain nombre de pratiquants. Alors, les temporalités, elles sont aussi très diverses et elles augmentent la durée d'utilisation du domaine skiable dans 2 directions, donc 2 jours et 2 nuits. Donc c'est pas sans poser des tas de problèmes de sécurité, notamment la nuit. C'est aussi des pratiques très caractéristiques de la population grenobloise, de ce qu'on appelle l'avant-taf, ce qu'ils appellent de l'avant-taf ou de l'après-taf, sur des stations de proximité, donc des petits temps interstitiels entre 6h et 8h30 du matin, où on peut faire une montée, ou le soir de même.
C'est aussi sur la journée de ski, avant ou après la journée de ski, et c'est aussi en avant et en après saison. Donc finalement, il y a une extension du domaine, et puis c'est chaque fois qu'il neige. Donc peut-être que cette année-là, j'ai pas pu l'observer, mais peut-être qu'en novembre, il y a eu aussi quelques épisodes là-dessus. Et on voit que c'est très lié au développement des pratiques d'endurance. C'est-à-dire que si on demande les autres pratiques de ces personnes-là, bon, beaucoup font du ski alpin en parallèle, mais beaucoup courent ou font du vélo, ou donc ont une autre type de pratique d'endurance. Donc il y a vraiment une porosité des pratiques à ce niveau-là. Et effectivement, c'est dissident. Alors dissident, ça ne veut pas dire que les gens s'inscrivent dans un militantisme dissident contre le système, etc. Nous, on qualifie de dissident ces pratiques parce qu'en fait, elles ne sont pas dans la mouvance traditionnelle du ski de randonnée, qui justement, par définition, se pratique à l'extérieur des domaines skiables. Donc c'est contrevenant à ce titre-là. Et puis les stations de ski, normalement, elles vont plutôt privilégier les gens qui descendent, puisqu'elles vont vendre une prestation à la montée, une prestation mécanisée, et ensuite les gens descendent sur les pistes. Donc c'est pas du tout en accord avec l'usage qui est prévu. Et on voit aussi qu'entre les pratiquants, il y a vraiment des discussions très très vives, avec des formes culturelles différentes qui s'affrontent, en disant mais c'est pas normal, les gens s'invectivent assez fortement. Ah pardon, c'est pas déjà fini ? Non. Voilà, merci. Comme je t'avais demandé de me faire signe. Voilà, donc il y a des discussions sur ce qui est légitime de faire. Est-ce qu'on a le droit ? Quand est-ce qu'on a le droit ? Alors on a le droit si on est bien au bord, on a le droit s'il n'y a personne d'autre, on n'a pas le droit la nuit, on a le droit si on est gentil, on a le droit si on connaît aussi la montagne. Enfin, tout un tas de discussions qu'on va qualifier d'émergence négociée d'une norme et d'une légitimité partagée. Et puis les communautés vont aussi un petit peu s'exacerber autour de notions comme quelle est la culture montagne de ces gens, de quel droit viennent-ils là, des moqueries sur la tenue que portent les uns et les autres, donc des antagonismes relativement forts entre ces groupes. Alors du côté des stations, on voit aussi une évolution. Donc ça c'est un petit peu le piège de travailler sur des innovations, c'est que le temps de l'université il est un peu long. Et parfois, le temps de trouver un financement pour aller mener sa recherche, en même temps, il y a des choses qui sont en train de se passer. C'est-à-dire qu'au début, on va chercher un financement sur un projet, on dit « Oh, personne, moi, c'est quoi ce truc ?» Et puis après, on dit « Ouais, c'est hyper banal ce que vous voulez étudier. » Donc, il y a une temporalité aussi à trouver dans le travail de recherche. Donc là, ça fait quand même plusieurs années qu'on regarde ce sujet. Et là, de près, maintenant qu'on a obtenu ce financement par l'ABEC Système, et on est très content. On a vraiment vu une différence. Il y avait quelques stations comme Arèche-Beaufort, par exemple, ou de façon plus étonnante Courchevel, qui depuis longtemps ont des aménagements pour le ski de rando balisés. Mais depuis, là, actuellement, on est à peu près à 30 stations dans les Alpes du Nord qui ont des aménagements ou des pistes dédiées. Donc il y a vraiment une énorme croissance de ces aménagements-là. Et on voit que les stations, elles sont passées d'une perspective très réactive. On veut empêcher. Certains d'entre vous ont peut-être suivi les conflits qui ont eu lieu à Champs-Rousse, par exemple, sur des verbalisations. Et puis, en même temps, il y a un avantage à aménager parce que ça permet déjà d'éviter un certain nombre de risques. Et puis, il ne faut peut-être pas passer à côté d'opportunités de marché avec cette population si elle est effectivement en développement. Ça permet aussi d'optimiser éventuellement l'usage du domaine skiable en allongeant le temps d'exploitation dans la saison, en allongeant le temps d'exploitation sur la journée, donc en tirant parti aussi à travers éventuellement la mise en tourisme de cette pratique, à capter des trailers, à capter des gens qui font du vélo et les amener par une autre voie sur une pratique du ski qui est assez accessible. On voit aussi qu'il y a des offres dédiées, je pense notamment aux espaces ski de rando qui ont émergé, même s'ils se développent peu. Mais la question qui n'est pas du tout réglée au niveau des stations, c'est la gouvernance. Qui doit s'en occuper, avec des problèmes de sécurité, de responsabilité, d'usage de cet espace en termes légal et réglementaire, et puis également du modèle économique. Qui doit payer? Est-ce que ça doit rester gratuit? Comment on fait pour payer? Donc il y a beaucoup de créativité aussi autour de cette facturation ou cette vision un petit peu économique de l'affaire. Et ça incite aussi les stations à repenser ce qu'on appelle la rente de situation. C'est-à-dire que la pente, elle peut être vécue à la descente. Et actuellement, c'est la rente de situation des stations de ski alpin. Et là, on est en train de dire le fait que ça monte, peut-être que c'est intéressant. Et on voit que c'est différent de la situation des espaces nordiques qui ne jouent pas forcément sur le dénivelé. En tout cas, ce n'est pas l'aspect majeur. Alors,
Il y a des modèles qui existent et qu'on est allé récupérer, qui sont issus beaucoup de ce qui se passe dans le piratage informatique, avec l'idée qu'il y a des consommateurs dans leur coin, des usagers qui triturent des logiciels ou même des objets. Et finalement, il y a des matrices comme ça pour permettre de repérer les actions et aussi les attitudes des propriétaires des marques ou des entreprises par rapport à ces consommateurs créatifs. Donc ici en bas, on a la vision de l'entreprise. Est-ce que c'est une vision plutôt négative ou positive? Et ici, est-ce qu'ils prennent des actions, soit légales, soit autres, pour... donc dans un sens de l'appât d'action et en haut des actions. Ça nous donne une matrice en 4 segments, 4 morceaux, où on va avoir ici qu'on ignore, on tolère sans rien dire, même si on n'est pas on essaie d'empêcher, mais gentiment, pas de façon active. Ici, on est carrément sur des actions légales ou de l'interdiction. Là, on encourage, mais sans rien faire. Et puis en haut, on va essayer de travailler en collaboration avec ces consommateurs ou ces usagers créatifs pour créer une valeur supplémentaire pour tout le monde. Alors nous, à partir de ce modèle-là, on est en train de repérer finalement des trajectoires. Déjà, on a mis au milieu, dans ces 4 cadrans, on a mis des actions qu'on a vues prendre par des stations de ski. Donc là, je les nomme pas parce que d'abord, c'est pas terminé. Et puis, c'est aussi un work in progress pour les stations. Elles sont en train de bouger. On va le voir tout de suite après. Donc là, on a évidemment des arrêtés municipaux. Normalement, c'est interdit d'aller sur le domaine skiable en dehors des heures d'ouverture. Il y a des interdictions. C'est plutôt des arrêtés municipaux. C'est pas public. Et puis, certaines fois, ça a été... Alors, je vais quand même le citer parce que je pense qu'à Grenoble, c'est vraiment très connu. Mais à Champs-Rousse, il y avait des verbalisations. Il y avait des policiers municipaux l'année dernière qui pouvaient verbaliser, qui devaient verbaliser s'ils trouvaient des gens en piste, en ski de rando à contresens. Là, on a des stations qui vont simplement baliser 1 ou 2 itinéraires pour pouvoir sortir les skieurs de randonnée des pistes pour des raisons de sécurité. Les canaliser dans un coin où il n'y ait pas de problème de sécurité. Et puis d'autres vont finalement en profiter pour faire un développement commercial, modifier leur image, proposer des prestations complémentaires en accord parfois avec les moniteurs. On est presque au bout. Alors voilà, donc on peut repérer différentes trajectoires. Là, c'est le travail qu'on est en train de faire. D'où on est passé, en combien d'années. Des fois, on passe de vraiment on n'en veut pas, plus jamais, c'est terminé, le divorce est consommé, à finalement c'est bien, mais il faudrait qu'ils se mettent là et du coup on va changer notre image, on va communiquer autour de ça, etc. Des fois, ça commence gentiment, puis après on se fâche un peu, puis on se réconcilie autour d'un intérêt commercial partagé. Je fais vite, mais il y a un petit peu plus de nuances, évidemment, dans nos observations. Là, on n'est pas très content, mais avant de se fâcher, on propose un espace où, par exemple, les pisteurs peuvent indiquer aux skieurs de rando d'aller. Parce que les pisteurs, parfois, ils se trouvent dans une situation un petit peu de conflit interne, parce que même sont pratiquants, ils aiment bien aussi, le soir venu, faire un peu de ski de rando sur les pistes. Et dans la journée, ils doivent pour autant pourchasser les gens qui font du ski à la montée. Donc parfois, il y a un aménagement qui permet juste de dire « Allez, mettez-vous un endroit qui est sécurisé et on n'entend plus parler de vous et tout le monde peut skier en bonne intelligence. » Voilà. Et finalement, à travers une des études de cas qu'on réalise donc, sur ce ski de randonnée en station, on voit assez nettement l'articulation avec, je dirais, notre morceau, celui de l'équipe usage, sur ces usages émergents, éventuellement dissidents. Mais en face, il y a vraiment l'entrée par les entreprises, parce que le matériel de ski, il y a énormément d'innovations sur le ski de randonnée. Et là, cette année, Dynafit, en septembre, a sorti un ski qui est spécifique à cette pratique-là, en station, avec de la visibilité, un ski qui se conduit aussi très très bien sur la descente, sur des pistes verglacées. Donc il y a vraiment de l'innovation très, très importante ici, une innovation sur l'allègement notamment des produits, qui est en train de fuser aussi sur le ski alpin traditionnel. Donc c'est pas seulement une innovation anecdotique, c'est vraiment en train de fuser sur le reste, la structure même du ski alpin également. Dans les métiers, on voit, ça va résonner avec ce que va dire Isabelle Gaillard tout à l'heure, sur les magasins de ski aussi qui commencent à louer. Et puis aussi sur les moniteurs de ski alpin qui vont aussi proposer des prestations ski de rando le matin ou quand il n'y a pas beaucoup de neige, etc. etc. Et puis en haut, il y a évidemment les institutions, ça résonne avec ce qu'a dit Malek tout à l'heure, les fédérations qui tout d'un coup se réveillent et disent on ne peut pas laisser
ce serait bien que cette pratique-là soit aussi dans la fédération avec ses codes et essayer de le réintégrer, de l'encadrer et de travailler en collaboration, par exemple, entre stations et fédérations. Ça se passe pas mal sur Grenoble avec la FFCAM, par exemple. Donc on voit qu'on est dans un système, je ne sais pas si on peut le qualifier encore d'écosystème, mais au moins un système un peu complet d'innovation. Et je vous invite à ce qu'on se retrouve l'année prochaine ou dans 2 ans, ici ou ailleurs, pour voir comment ça a évolué. Et je vous incite aussi, quand vous skiez, quelle que soit votre pratique, à regarder cette pratique-là et à voir comment elle évolue et ce qui est mis en place en face. Voilà. Merci.